écoutez, bonjour Monsieur Plancard-Dassac. Bonjour Blandine, alors je tiens pour les internautes à signaler que très gentiment vous avez accepté de remplacer Diane qui va être indisponible pendant 5-6 mois, je ne sais plus, enfin jusqu'en novembre je crois, parce qu'elle a trouvé un travail dans la France profonde C'est très bien. et qu'elle nous lâche contre son gré et contre mon gré bien entendu. Donc vraiment Blandine, merci de la remplacer comme ça au pied levé. Bah écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux et donc on va commencer tout de suite par une première question. Alors, quelle impression vous a fait le dernier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Une catastrophe. Mais encore. C'est une catastrophe, ça a été bon, sur le plan des idées, ça a été nul de part et d'autre. Mais ce qui a été particulièrement nul de la part de Marine Le Pen, c'est le contenu de ce qu'elle dénonçait. Elle a été triviale, elle n'a pas su répondre à l'argumentation de Macron, et ce qui m'a fait carrément décider de ne plus l'appuyer d'aucune façon, c'est ce qu'elle a sorti. Elle a remis encore une louche pour faire plaisir aux politiquement corrects sur les crimes de Vichy, avec l'histoire du Veldiv. Alors, l'histoire du Veldiv, je regrette beaucoup, il faudrait peut-être rappeler que la France était occupée, parce qu'elle avait été vaincue. Et pourquoi avait-elle été vaincue? C'est parce que les tenants de la Troisième République maçonnique, bien entendu, avaient déclaré la guerre à l'Allemagne sans être préparés. Et ça, c'était le travail déjà de sable du gouvernement de Léon Blum. Elle aurait pu rappeler ça. Elle s'est contentée de remettre une louche pour faire plaisir aux médias, bien entendu, les crimes de Vichy, gaulliste, alors qu'elle a un public anti-gaulliste, à très grande proportion, que ce soit des pieds noirs ou que ce soit des gens qui ont souffert de Gaulle d'une façon ou d'une autre, et qui ont fait le bilan du désastreux de la politique de Gaulle, parce que l'histoire de l'immigration-invasion qu'elle prétend combattre, ça découle de quoi? Ça découle de la décolonisation de Gaulle, et de l'abandon de l'Algérie et de ses richesses au FLN marxiste. Voilà tout ce qu'elle aurait pu rappeler. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Marine Le Pen, pour nous, c'est terminé. On ne veut plus en entendre parler, on ne votera plus jamais pour elle. Elle aurait même pu s'appuyer notamment sur ce qu'avait dit François Mitterrand, qui justement, interrogé par El Kabbach il y a déjà plusieurs années, avait dit que jamais de son vivant Très juste. Bravo Blandine, très juste. Excellente remarque, excellent rappel, justement. Et c'est ça, entre autres choses, qu'elle aurait pu rappeler, parce qu'elle a tout de même des gens autour d'elle qui fouillent les archives, elle devait savoir. Simplement, c'était pas politiquement correct. Et elle, c'est son obsession de la dédiabolisation, et elle n'en sort pas. Et là, je dois dire que son échec est la démonstration que sa dédiabolisation n'a pas fonctionné. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, qu'il y avait une chose que je voulais rajouter encore à son sujet, c'était quoi déjà? On va y venir. On va y venir voilà. Puisque c'est l'objet de la prochaine question justement. Pouvez-vous revenir sur l'alliance entre le Front National et Nicolas Dupont-Aignan? Bon, en tout cas c'est une alliance qui n'a servi à rien pour Marine Le Pen, ça n'a rien apporté. Je pense qu'il y a même probablement un certain nombre de militants du Front National qui n'ont pas apprécié l'arrivée de ce gaillard, qui est vraiment pas du tout des nôtres, si on peut dire. Alors, on peut se poser la question, on en a parlé à l'instant, et votre remarque aussi était très bonne, c'est de dire qu'après tout, si Dupont-Aignan avait essayé de raccrocher son wagon au train de Marine Le Pen, c'est que n'ayant pas eu les 5% qui lui permettaient d'être remboursé, il escomptait que son ralliement au Front National permettrait d'éponger ses dettes. Non? Je vous félicite. Je fais ça comme ça. Très bien vu. Donc du coup... La troisième question, je crois que c'est faut-il du coup que Marine Le Pen quitte la présidence du Front National, puisqu'il y a plusieurs mouvements en ce moment au sein du Front National? Ah, mais je le souhaite en tout cas, et on fera tout pour ça. Donc
En somme, vous ne poussez plus maintenant à ce que l'on fasse de l'entrisme au sein du Front National? Si, ça peut paraître contradictoire, mais c'est pas contradictoire. C'est que justement, si on veut préparer l'après-Le Pen au Front National, ce n'est qu'en étant à l'intérieur qu'on peut le faire. Mais va-t-il encore exister ce Front National en fait, encore Écoutez, de toute façon, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que s'il implose, bon, peut-être que nos amis qui seront déjà rentrés au Front National y aideront à cette implosion. Et si ça implose pas, il faut qu'ils prennent les places. D'où la question que l'on se pose sur le départ de Marion Maréchal Le Pen. Elle en est sortie. Alors, elle en est sortie, je crois que c'est une fine mouche qui a compris qu'il fallait qu'elle prenne ses distances très rapidement si elle ne voulait pas être embarquée dans la tourmente, pour apparaître comme une femme neuve et un recours un jour. Alors, certes, elle est charmante, mais avant de voir en elle un recours, je voudrais tout de même rappeler qu'elle est toujours accompagnée de Gilbert Collard, que dernièrement elle regrettait de ne pas avoir pu aller en Israël, donc elle est tout aussi sioniste que sa tante. Et alors, elle a fait dernièrement dans Valeurs Actuelles une déclaration, il y a des choses très, très bien. Alors, quand elle parle de ceux qui l'inspirent, qui l'ont inspiré, ça va de Philippe de Villiers à Éric Zemmour. Ah bon, Éric Zemmour? Et là, on retombe dans l'aspect sionisme. Donc, vous voyez, on n'en sort pas. Et bon, alors Patrick Buisson, oui, pourquoi pas. Enfin, tout ça, ce sont des références politiciennes. Ce ne sont pas des références doctrinales. Donc, sur le plan des idées, elle n'est nulle part. Pour ça que je mets en garde aujourd'hui, j'en profite pour mettre en garde. Bon, il y a peut-être des choses qu'on pourra faire ensemble, mais elle n'a pas encore la formation nécessaire. Et elle joue un petit peu dans le politiquement correct, relatif, puisque un de ses grands hommes, c'est Éric Zemmour. Et vous savez très bien ce que j'ai dit sur Zemmour. C'est le bonhomme qui vous fait une petite défense de Pétain, et alors tous les gens de nos milieux sont babas, ravis, etc. Mais à côté de ça, qui prône la guerre civile avec les musulmans, au bénéfice de qui? D'Israël, du sionisme. C'est du déjà vu, hein. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Et malgré tout, la LICRA a appelé à voter contre Marine Le Pen. Mais c'est pour ça que je dis, en plus de ça, mais combien de fois je l'ai dit, vous êtes témoin, genre, combien de fois j'ai dit, soit dans nos entretiens, soit dans mes conférences, qu'elle est cocu. Et qu'à force de faire le grand écart, elle va se déchirer en deux. Comment peut-elle imaginer qu'elle, qui soi-disant défend le patriotisme français, l'indépendance nationale, peut être admise par le monde juif qui est contre les nations? Ça ne colle pas. On continue à appuyer en fait dans cette direction. Que pensez-vous de Gilbert Collard qui ne veut plus entendre parler de la question de l'euro et souhaite voir Philippot sortir du parti, etc. Alors c'est très intéressant, d'ailleurs on sent très bien déjà depuis plusieurs mois que d'abord que Collard monte en puissance grâce à la protection de Marine Le Pen. Rappelez-vous ce que j'avais sorti, je crois que c'était dans le numéro 183 de La Politique, notre lettre d'information. Il avait fait une déclaration absolument aberrante devant, je ne sais plus que l'Union des Juifs de France et Amis d'Israël, un truc dans ce goût-là, dans lequel il avait dit, quand Marine Le Pen dit la France aux Français, c'est une déclaration absolument rien à dire, c'est tout à fait ça. Il fait cette correction, il dit, c'est pas la France aux Français, c'est la France aux Juifs, pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Donc voilà ce qu'est Collard. Sans oublier tout de même un petit détail, qu'il est franc-maçon, dans l'Loge de France. D'accord. Et qui n'a pas sa carte. Et qui n'a pas sa carte au Front National, il est nu uniquement au Rassemblement Bleu-Marine. Alors donc voilà le bonhomme qu'elle trimballe partout, elle l'a trimballé au Liban, elle le trimballe partout comme une carte de visite, comme un espèce de passe.
Et lors des différents débats qu'il y a eu avant les présidentielles, qui voyait-on en arrière-plan derrière Marine Le Pen? Le petit Gilbert Collard. Et c'est pour ça que dans cet affrontement entre Gilbert Collard et Florian Philippot, je regrette beaucoup, je préfère Philippot. Alors, ça nous ramène aux résultats du premier tour, qui ont interpellé par, disons, ceux qui sont sortis numéro 1 et numéro 2, donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et donc la sortie de François Fillon. Donc, selon vous, y aurait-il eu manipulation des votes? Ça me semble absolument certain. Ça me semble absolument certain, d'abord parce que nous avons eu des remontées de différents de nos amis des bureaux de vote à travers la France qui disent c'est pas possible, les résultats qu'on nous a sortis, ça ne colle pas, ça ne correspond pas. Et effectivement, bon, qu'est-ce qui se passe au moment du dépouillement des votes? Alors, à supposer que chaque parti, chaque clan soit bien représenté au point de vue surveillance du dépouillement, on peut dire qu'au niveau du bureau de vote, les triches sont pas tellement évidentes et surtout pas nombreuses. Elles ne peuvent pas être nombreuses. Et puis ça part, si je ne me trompe, les résultats partent au préfet, chez le préfet. Il y a noté quand même que 800 000 en fait, expatriés n'ont pas pu voter. Hein. Oui, en plus c'est ça, des choses comme ça. Et puis des gens qui étaient double inscrits. Oui, doublement inscrits. Doublement inscrits. 20 000 double Oh, plus que ça, je crois que c'était dans les 500 000, je crois. Ah, je crois bien que c'était dans les 500 000. Donc, ça arrive au ministère ça arrive au ministère de l'Intérieur. Et là, quels sont les moyens pour le citoyen, d'abord pour les représentants des différentes parties, de vérifier la véracité des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Intérieur, par rapport aux chiffres qui ont été obtenus sur le terrain. Oui, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire par là. Les chiffres sont manipulés tout en haut, c'est-à-dire de façon globale. Tout en haut. Voilà. Et rappelez-vous, c'est fait à la louche, quoi. Petit rappel quand même, que c'est pas la première fois que je le fais. Rappelez-vous les primaires de la gauche. Le premier tour des primaires de la gauche. Vous vous rappelez comment il y a eu, je crois que c'était dans entre 500 et 800 000 votes qui étaient apparus, qui avaient disparu, et il n'y avait pas eu de changement entre les deux sur les pourcentages. Or, qu'est-ce qui était en jeu à ce moment-là? C'était que Valls soit ou ne soit pas au deuxième tour. Non, tout à fait. Au détriment de qui? Eh bien, de Macron. Non, oui, au profit de Macron, au détriment de qui? De Montebourg, qui justement s'était opposé à Macron dans la vente forcée oui, mais de Alstom à General Electric, de ceci et cela. Rappelez-vous. Oui, je suis d'accord. Donc Macron, si Macron avait été au deuxième tour, et même peut-être au premier ou au deuxième tour, c'était très mauvais pour Macron. Donc déjà là, il y a eu un échelon de triche. Donc vraiment, de la part de ces gens-là, je m'attends à tout. Ben, en fait, si vous voulez, quand même, Montebourg, il a fait un score quand même assez bas, hein, en fait. Oui, mais est-ce qu'il était réel, ce score bas? Est-ce qu'il était réel? Il est arrivé en troisième position. Et pas tellement moins que Valls, si je me souviens. Non, pas tellement moins. Non, c'est Hamon qui était assez largement en tête, mais bon, Hamon, rien du tout. C'était pas un danger pour Macron. Ouais. Donc voilà, pour répondre à votre question, je suis persuadé qu'il y a eu des manipulations, ça ne peut pas être autrement. Alors, et là on arrive à la grande question, comment expliquez-vous que Fillon est appelé à voter Emmanuel Macron, tandis que Mélenchon se soit retenu? Exactement, je lui ai d'ailleurs écrit à ce sujet-là, il y a une dizaine de jours. Alors, j'ai une explication. Bon, il y en a deux. Deux explications possibles. Soit il a été menacé. Une possibilité. Je n'y crois pas franchement, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de vouloir désarmer.
J'ai vu 3 ou 4 jours après qu'il avait fait, parce que je l'ai reçu, c'était un texte qu'il avait envoyé à tous ceux qui étaient sur les listes des Républicains, comme appui des Républicains, en tout cas comme appui à sa candidature, dont je faisais partie, comme vous le savez, qui était pas mal du tout. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'à la fin, toujours, il se croit obligé de parler des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Bon. Puis, dernièrement, je crois que c'est vous, l'un d'entre vous, qui m'a rappelé tout à l'heure, avant qu'on le commence, que Fillon commençait à réapparaître sur les ondes. C'est vous, Blandine? Non, c'est moi en fait. Je vous avais dit bon. qu'en fait, j'ai Oui. lu un petit papier. Donc, sur apparemment, il a envie de continuer. Et ce que je souhaite d'ailleurs. Alors, pourquoi a-t-il décidé de faire voter, non pas de faire voter Macron, mais de dire ouais. je vais voter Macron? Ah, ça reste un petit peu en travers dans la gorge. Alors, il y a une autre explication. Je l'ai lui donnée d'ailleurs. Je serais très curieux de savoir s'il va me répondre un jour. Jusqu'à présent, il a toujours répondu poliment. C'est que, essayons de nous mettre dans sa peau. Je crois qu'il y croyait, qu'il y avait eu son succès vraiment invraisemblable au Trocadéro, qui avait remis la machine en marche. Oui. Toute la clique des Juppéi, Sarkozystes et compagnie, les Barouin, les Xavier Bertrand et compagnie, et les donzelles NKM et Pécresse l'avaient été obligés de rengainer, mais ils n'ont fait que le trahir. Bon. Mais je crois qu'il y croyait. Et il apprend le résultat. À mon avis, il était, bon, déjà qu'il avait tellement été laminé par toutes les attaques, et sa réaction aurait pu être celle-ci. Ah, vous n'avez pas voulu de moi pour faire barrage à Macron. Eh bien, vous allez le voir. C'est une possibilité. Parce que sinon, je n'arrive pas à expliquer la chose. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il a aussi vite, donné sa voix et indirectement celle de ses électeurs. Il n'y a que lui qui pourrait nous le dire un jour. À peine avait-on les résultats, ils étaient même pas C'est invraisemblable. que déjà tout de suite, J'ai dégluti dégluti avec difficulté. Vous savez, en fait, ou peut-être c'est mal formulé. C'est-à-dire qu'il n'a pas appelé à voter pour Macron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé en fait à faire barrage au Front National. Ce qui est peut-être deux choses bien distinctes, vous voyez. Oui, mais alors là, Jean, vous avez totalement raison, c'était très mal formulé. Je comprendrais tout à fait d'ailleurs qu'il ait voulu faire barrage à Marine Le Pen, parce qu'elle a été d'une incorrection vis-à-vis de lui, parce qu'elle a entonné les mêmes trompettes que le monde politico-médiatique contre lui. Oui, même pire. Et même pire parfois, avec sa vulgarité habituelle d'ailleurs. Avec sa vulgarité habituelle. Et là, on peut comprendre, franchement, je lui dis, toi, ma bonne femme, je ne vais pas t'aider à passer. Peut-être un truc comme ça, mais ça a été très mal formulé, et je pense que ça ne peut s'expliquer que par quelqu'un qui était déjà laminé et qui s'est effondré. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, son programme, j'ai tout étudié de tout ce qu'il avait pu déclarer lors des différents débats au moment des primaires de la droite, etc. et par la suite. Son programme était le seul possible pour arriver à passer sans un blocage immédiat sur le plan national et international. Avec Marine Le Pen, c'était pas possible. Alors, avec cette élection d'Emmanuel Macron, est-ce que cette élection aurait tout de même quelques aspects positifs, ne serait-ce que comme révélatrice de l'escroquerie démocratique? Pour ceux qui savent regarder, oui. Mais c'est pas la masse, malheureusement. Car quand on regarde les statistiques en fonction du sexe et de l'âge de ceux qui ont voté Macron, oui, très intéressant justement. Alors, et je ne vais pas faire des compliments aux dames. Il y a de quoi devenir misogyne. Allez-y. 68% des femmes ont voté pour Macron, contre 62% des hommes.
Alors, les tranches d'âge, c'est très intéressant aussi. Ça fait pas une énorme différence. Ouais. Ouais. On reste toujours plus de mais 60, enfin, quand c'est même. énorme quand même déjà. Bon, c'est tout de même beaucoup, 6 points de différence quand même. Ouais. Bon, les tranches d'âge aussi, c'est assez amusant. Les plus de 70 ans, Hmm. pour Macron. Ouais. Oui, plus de 70 ans. Et il est tout jeune, entre 18 et 24 ans. On appelait les primo Tiens. votants. Tiens. C'est exactement ces deux générations-là qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la télévision allumée du matin au soir et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont influencés terriblement Voilà, ils par... zappent, ils s'amusent, et entre copains, ah oui, ah ben il a une bonne tête celui-là, et puis les filles qui renchérissent, ah il est mignon. Et puis, Ben voilà, en fait, et voilà la oui, démocratie. c'est ça. Et rappelez-vous, Ça marche comme ça. quelles ont été mes 4 dernières conférences? À Paris d'abord, à Lyon ensuite, à Paris de nouveau, à Nice ensuite. J'ai canonné sur la démocratie inorganique, en rappelant quelle était son origine avec la Révolution dite française. Mhm. Ça a été le génie pervers des conjurés de cette révolution qui ont imaginé ce système démocratique basé sur le vote des citoyens, en sachant très bien qu'ils allaient s'approprier les moyens d'information, l'éducation nationale, etc., la justice, et qu'ils verrouillaient tout. Mhm. Qui tient la presse tient le vote du citoyen, dans les très grandes largeurs. Et ça, j'en profite pour le répéter encore aujourd'hui. Tant que les Français n'auront pas compris qu'ils sont manipulés, de leur berceau jusqu'à leur mort, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors, qui est Édouard Philippe, Premier ministre du gouvernement Macron? Ben, apparemment, c'est un curieux personnage. On a toute une notice sur lui dans notre prochain numéro de la politique. Bon, c'est le bonhomme passe-partout, accointance avec les Bilderberg. Ah oui, il est parfait, hein, il a tout à fait le profil qui convient pour la politique de Macron. Oui, Il est Macron compatible. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'entendre, parce que c'est un jeune loup lui aussi. Ouais, ils ont fait Alors, ça va être amusant. Et puis, je voudrais voir ce que ça va donner, la cohabitation entre Édouard Philippe et, comme il s'appelle, l'écolo, là. Oui. Hulot. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. À mon avis, il va y avoir des problèmes, là. Vous avez vu, en fait, cette histoire de l'action d'EDF qui a chuté brutalement. Oui. Je sais, j'ai pas regardé vraiment. Et oui, parce que si Hulot veut faire et qu'on lui laisse faire ce qu'il voudrait faire, la filière atomique française, Va en prendre un sacré coup dans l'aile. Mais en même temps. et ça va nous augmenter le tarif de l'électricité. Et ça va faire venir en fait des compagnies concurrentes qui vont finir par Étrangères, bien qui sûr. finiront dans le pire des scénarios à les absorber. Exactement. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Tout ça est bien calculé. Alors justement, en matière de cohabitation, comment est-ce que vous voyez le mouvement En Marche lors des prochaines législatives, notamment face à d'éventuels candidats PS? Apparemment, il n'y aura pas d'affrontement puisque les candidats, puisque En Marche ne présente pas de candidats contre les anciens ministres et candidats socialistes. Tous les ministres socialistes qui se représentent n'ont pas de candidat En Marche devant eux. Tout de même assez révélatrice. C'est pour ça que je me dis, mais comment est-ce que Fillon a pu dire qu'il allait voter pour Macron contre Marine Le Pen? Parce que c'est lui-même qui avait dit que Macron, c'était Hollande bis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ou alors un moment d'effondrement, je ne sais pas, je ne comprends pas. D'autant qu'il avait lui-même dit que le cabinet noir qui lui mettait donc toutes ses affaires dans les pattes provenait indirectement de Hollande. Donc mais bien entendu, de Hollande et de Macron lui-même, puisque c'est toute la bande de l'ENA qui s'est retrouvée au ministère des Finances avec Macron. Et c'est toute la filière, d'ailleurs, que j'ai dénoncé, je crois que c'était dans le dernier entretien, ou l'avant-dernier, avec Gaspard Ganzer. Oui. Hein, c'est par Gaspard Ganzer, via Hollande, qui lui dit « Vas-y mon petit, c'est remonté au Canard enchaîné et à Mediapart », et c'est comme ça qu'il est parti. Donc c'est la bande.
C'est pour ça que son ralliement aussi rapide à 20h et quelques le soir du premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai ça, pas c'est d'explication. surpris J'ai une personne. hypothèse, celle que je vous ai livrée, elle vaut ce qu'elle vaut. Je comprends pas. Maintenant, je ne comprends pas. Alors, en fait, on a parlé également, si vous voulez, de la célébration de la victoire d'Emmanuel Macron sur l'esplanade du Louvre. Ne vous semble-t-elle pas étrange? Non. Enfin, excusez-moi, la question me semble presque rigolote, parce que quelle étrangeté cette célébration. Alors, je ne sais pas si vous avez vu qu'un certain nombre de commentateurs se sont Jeté se sont sur la jetés sur symbolique. la... Oui, mais sur la symbolique, en modifiant la symbolique, en disant « Ah, c'est tout de même extraordinaire, Emmanuel Macron qui a tenu à fêter sa victoire devant le palais des rois de France. » Oui, mais devant... Attendez, Jean, du calme. Le problème, c'est que devant le palais des rois de France, C'est presque... il y a une certaine pyramide de verre. Il y a non seulement une pyramide de verre, la grande que l'on voit, mais il y en a 4 petites de chaque côté, du même type, mais petites. Je ne sais pas si vous avez déambulé moi, dans j'ai le pas coin. fait attention. C'est magnifique. C'est vraiment le symbole maçonnique sur le palais des rois de France, très catholique. C'est des travaux de Mitterrand, en fait, non? Ouais, c'est vrai. C'est Mitterrand, Avec je les crois. colonnes de Mitterrand, Lorraine, c'est la même oui. époque, à peu près au même endroit. Alors, Les Mitterrand colonnes était de un Lorraine, espèce c'est de- ça devait Mitterrand être est vraiment un personnage d'une complexité. Je comprends pas. Enfin bref. Donc effectivement, Macron, en fêtant sa victoire sur l'esplanade du Louvre, voulait bien marquer que sa victoire était la victoire de la maçonnerie sur la chrétienté. Alors pour abonder dans votre sens, moi justement j'ai vu des photos qui à mon avis ne sont pas des photos montage. On voyait justement Macron qui, on va dire, lever les mains au ciel en faisant une forme de triangle justement pyramidal avec ses 2 mains qui se rejoignent pour marquer la victoire. Et une autre photo où on le voyait donc bien cadré avec la pyramide du Louvre derrière lui, avec en haut de cette pyramide comme 2 petits points rouges qui symboliseraient les yeux d'Horus. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que toute cette Alors, symbolique je ne sais pas. maçonnique. Bon, il ne faut pas en rajouter, on a déjà suffisamment de choses là-dessus. Et une chose qui sera aussi dans le prochain numéro de la politique, c'est qu'il y a un grand maître de la maçonnerie italienne qui vient de confirmer que Macron était franc-maçon. Alors justement, que dire d'Emmanuel Macron se rendant immédiatement après son élection, donc en visite auprès d'Angela Merkel? Bon, alors, on peut dire que effectivement, dans son optique de politique européenne, européiste, fanatique, etc., Angela Merkel est la référence. Et qu'il allait montrer qu'il était tout à fait Merkel compatible. Bon, donc, à mon avis, le danger pour nous, c'est qu'on va vers une Europe fédérale, avec encore plus d'abandon de souveraineté nationale, et avec plus de lois préparées par les gnomes de Bruxelles contre notre propre législation. Ça, on va vers cela. C'est certain. Et c'est pour ça que je profite pour en dire un grand merci à toutes celles et ceux qui ont cru intelligent de voter Marine Le Pen au premier tour pour empêcher Fillon de passer. Aïe, aïe, aïe. Merci. Et venez pas pleurer après. Et j'en parlerai cet après-midi. Ça. Oui. Que pensez-vous de la moralisation qu'annonce en fait Emmanuel Macron en demandant une enquête sur chaque candidat au poste ministériel avant qu'il les nomme? Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais on pourrait commencer par lui. Parce que ces déclarations d'impôts, il y a un petit problème là. Entre ce qu'il a pu gagner chez Rothschild, etc., au ministère de l'Intérieur, etc., et ses avoirs, il y a un petit problème de transparence. Là. Alors, je rebondis avec une autre question. Vous aviez évoqué les liens de François Asselineau avec la franc-maçonnerie, ce qui d'ailleurs vous avez voulu quelques réactions acerbes de certains de ses fidèles. Qu'en est-il aujourd'hui?
Bon, effectivement, c'est très intéressant cette histoire-là. Bon, premièrement, je voudrais rappeler que le propre frère de Asselineau est franc-maçon. C'est Diane d'ailleurs qui avait trouvé la référence. Mm. Et deuxièmement, je suis tombé dernièrement sur un texte, c'est sur le blog de boursorama.com. Ça date du 12 mars 2017. C'est un témoignage, qui est évidemment un pseudonyme, Ada Bost, qui dit ceci. Je confirme, Marie-France Coquard était grande maîtresse dans les années 90. Elle s'est brouillée, donc c'était la Grande Loge féminine de France. Ça, je le rajoute parce que la Grande Loge féminine de France est considérée comme une des loges les plus fermées, les plus sectaires de la maçonnerie. Il faut le savoir. Alors, apparemment, cette dame a un caractère de cochon, elle s'est brouillée avec ses sœurs, qui l'ont éjectée. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus maçonne. Et, d'après le témoignage que rapporte boursorama.com, elle a rencontré Asselina en 2010. Elle l'a quitté 2 ans ou 3 ans plus tard. Ils n'ont pas été mariés. Mm. Eh bien. Donc ça montre bien qu'il y avait une certaine proximité entre Asselineau et cette dame Coquard, Ouais. sinon une proximité certaine. D'accord. Voilà ce que je voulais répondre à ceux qui ont ricané en disant que je racontais n'importe quoi. Alors j'ai une autre question, juste avant de passer aux questions internationales. J'avais noté une petite question qui concerne donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui s'est associé à la Journée nationale des mémoires de l'esclavage et à son abolition. Auriez-vous un commentaire à ce sujet? Comment dit-on culot en hébreu? Chutzpah, un truc dans ce goût-là. Hein? Culot, parce que la traite des Noirs, est-ce qu'il n'y avait pas un certain nombre de marchands juifs dans l'affaire, dont la famille Mendès-France? Je sais qu'il y avait pas mal Non. de négriers, en Non. effet, les bateaux négriers étant Beaucoup de généralement négriers, financés par- beaucoup de protestants et beaucoup de juifs. C'est des choses, oui, il y a des choses comme ça. Alors, oui, mais évidemment, parmi le bon peuple, il y en a combien qui connaissent ce genre de choses? C'est pour ça qu'il faut marteler, rappeler l'histoire, rappeler les vérités, et puis attendre que ça produise un effet, en espérant que ça produise un effet. Et nous, on doit démasquer les mensonges, c'est tout. On va passer en fait à l'actualité internationale. Mm. Les USA affirment avoir la preuve, image satellite, entre parenthèses, de la responsabilité du gouvernement syrien sur les derniers bombardements aux armes chimiques. S'agit-il d'un énième mensonge pour justifier d'autres attaques? Non mais c'est évident, c'est évident. Alors cette histoire d'armes chimiques, c'est tout de même assez étrange parce qu'il y a une filiation américaine depuis le début, qui a commencé avec la guerre provoquée par les États-Unis entre l'Irak et l'Iran. Vous vous rappelez, c'était dans les années 80, je crois, où les Américains ont soutenu l'Irak contre l'Iran, pour essayer déjà de se débarrasser de l'Iran. Et ce sont les Irakiens qui ont attaqué l'Iran avec des armes chimiques fournies par les Américains. Donc il doit y avoir de jolis petits stocks dans la région, utilisés par les gens de Daesh et compagnie, ou les soi-disant opposants légaux à Bachar el-Assad, mais soutenus en sous-main par les Américains, comme on le sait. Donc il bombarde avec des armes chimiques, et ensuite il dit « Ah, mais c'est lui le méchant !» C'est ça la réalité sur le terrain. Donc, et toute cette politique aujourd'hui est faite de mensonges, de false flags, voilà, des fakes, comme on dit, Alors justement, attribuer à l'ennemi ce que l'on fait soi-même. Ah oui, voilà, c'est ça. L'inversation accusatoire, en fait. voilà. Alors, en parlant justement d'attentats là, au Moyen-Orient, Donald Trump est accusé d'avoir révélé au ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov des renseignements sensibles sur de futurs attentats en Syrie et en Irak. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Alors, je ne sais pas ce que les deux se sont dit, mais en tout cas, ce que je sais, ce dont je suis certain, c'est que ça n'a pas plu du tout à Israël
je reçois un certain nombre de blogs israéliens et juifs, absolument furieux, mais c'est très intéressant cette réaction. Bon, admettons, Trump dit à Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, vous savez, il va y avoir des attentats terribles en Syrie, en Irak, et ça peut vous concerner puisqu'il y a des troupes russes, évidemment. Et là-dessus, les Israéliens explosent en disant c'est pas bien, on trahit nos sources. Ah bon? Et comment le savent-ils, eux? C'est qu'ils sont partie prenante dans l'affaire. Alors en même temps, que pensez-vous des rapports entre Trump et Israël, notamment sur... Alors là, c'est la bouteille à l'encre. J'avoue qu'il faut se lever très tôt pour essayer de comprendre. Parce que tantôt, il apparaît pro-israélien, plus israélien qu'israélien, et brusquement, alors dernièrement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors les Israéliens ont dénoncé un certain nombre de manquements, pas cher, manquements, de crimes de lèse-majesté. Comme quoi, d'une part, Trump ne voulait plus accepter le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, et que dans le programme de visite de Trump au Moyen-Orient, à propos de son passage en Israël, Israël était représenté avec un certain nombre de coupures de territoires occupés par Israël qui ne sont pas repris donc, dans cette carte de l'administration Trump qui représente Israël. Donc Israël n'est pas content, dit « mais comment, et c'est notre territoire, etc. etc. » Donc voilà, Trump est absolument imprévisible. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Israéliens ne sont pas contents. Alors justement, où faut-il mettre le mur des lamentations puisque... voilà. Je vous laisse reprendre l'histoire. D'après le quotidien Haaretz, les diplomates états-uniens ont refusé, en faisant remarquer que les Israéliens, aux Israéliens que sur le site du mur des lamentations se trouve en Cisjordanie. Et que par conséquent, le gouvernement israélien n'est pas fondé à exercer d'autorité sur ce mur. Exactement, ce sont 3 points justement qui font hurler les Israéliens. Très amusant, on verra la suite. Mais si Trump est destitué, on saura pourquoi en tout cas. Oui, alors, oui, il y a plein d'affaires. Les médias, en tout cas, parlent beaucoup de son impeachment. Mais alors, du coup, je rebondis sur le fait que Donald Trump a démis le directeur du FBI, James Comey. Bonne idée ou mauvaise idée? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Apparemment, d'après ce qu'on nous dit, c'est parce que Comey était en train de chercher les preuves de l'implication de la Russie dans la campagne électorale de Trump qui l'avait fait gagner la présidentielle américaine. C'est très possible. Limite, évidemment, si Trump a été élu grâce aux manœuvres de Poutine et de Assange, parce qu'il y a Assange aussi dans l'histoire, l'histoire du Pizzagate et compagnie, hein, contre la petite Clinton, la chère Clinton. Donc, que Trump ait estimé, écoute, toi, mon petit vieux, tu commences à me chatouiller un petit peu trop, j'aime pas ça, tu dégages, je le comprends. Je le comprends, mais c'est tout de même très mal embarqué. Alors, quelle est la véracité de cette influence russe sur les élections européennes? Je n'en sais rien, moi je crois que c'est un truc qui est monté considérablement en épingle pour pouvoir se débarrasser de Trump. Oui, pour les élections américaines. Bon, ben écoutez, je ne sais pas. On verra. Israël prétend en fait avoir percé le secret de l'armée de l'air russe. Faut-il prendre ces déclarations au sérieux? D'après vous. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que c'est de l'intox. C'est de l'intox probablement à usage interne en Israël. Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier une chose, c'est que différents appareils israéliens ont été abattus ces derniers mois
parce qu'ils volaient là où ils n'auraient pas dû voler. Alors, c'est pour rassurer, je pense, les Israéliens eux-mêmes. Je crois pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Et j'aimerais bien aussi, en fait, si vous voulez, on peut revenir sur une question qu'on n'a pas posée tout à l'heure, en fait, dans le premier questionnaire. C'est cette vague d'attaques, en fait, vous savez, de vagues d'attaques informatiques, des cyberattaques sur Internet. En ce moment. Voilà. Ces incidents sont-ils... Je n'en sais rien. Il y a évidemment quelqu'un qui cherche à déstabiliser. Ben, je crois qu'on en parlait hier. On en parlait, voilà. On en parlait hier, justement. Ça peut être des hackers qui essayent de se faire de l'argent avec ça. Possible que ce soit ça. Ou bien c'est un pays étranger. Alors évidemment, les yeux peuvent se tourner du côté des Russes. C'est Ou des possible. Chinois. Ou des Chinois. Ou des Iraniens. Oui, oui. Ou des Iraniens. Ou des Syriens. Parce qu'ils ont tout de même des têtes, ces gens-là. Des têtes, ils ont des... Et c'est ce. Alors, si c'est un pays qui est à l'origine de ça, c'est pour dire aux Américains et au monde occidental, écoutez, vous vous calmez, sinon on vous paralyse votre pays. C'est ça que ça veut dire. Absolument. Que ce soit des hackers indépendants pour se faire du fric, ou que ce soit un pays qui veut dire aux Américains, cessez de me casser les pieds, sinon on vous paralyse tout. Les deux sont possibles. Pour l'instant, les sites qui ont surtout été, disons, visés par ces attaques sont plutôt des sites industriels, commerciaux, voilà, plutôt, on va dire, que des ministères ou des institutions étatiques secrètes. Le complexe militaire. Oui, mais ça peut être le premier degré d'une démarche, en disant, vous voyez, on peut vous paralyser vos grandes industries. Imaginez ce qui vous arrivera si on vous paralyse vos ministères. Ou vos centrales. Et vos centrales nucléaires, vos systèmes de communication militaire, etc., etc. Ça peut être une petite mise en garde, petite pitchnette comme ça. Attention. Alors, en fait, on va changer de pays, puisque quel regard portez-vous sur la révolution actuelle que subit le Venezuela ? Ça fait partie de toutes ces révolutions fabriquées par les Américains via Soros, toutes les ONG américaines et compagnie. Il est certain que ces pays... C'est complexe à dire pour l'Amérique du Sud. Ce sont des partis, enfin des régimes populistes, on peut dire, oui, vraiment, dans le sens vrai du terme populiste, qui sont venus en réaction à des régimes bourgeois, capitalistes, sous l'égide des États-Unis. Ce que l'on appelait autrefois les républiques bananières. Ce qu'on appelait autrefois les républiques bananières. Et donc les Américains se retrouvent avec toute une série de pays d'Amérique latine et centrale d'ailleurs, qui leur ont tourné le dos. Pour le plus grand plaisir de Poutine, bien entendu. Je viens de voir d'ailleurs que Poutine venait d'apporter son appui à Maduro. Donc voilà, action, réaction, c'est constamment ça. C'est un bras de fer. Et la procédure de destitution, alors, pardon, je pose une question comme ça, là, on fait un peu du hors-piste. La destitution de Trump, vous y croyez ou pas ? C'est possible. Je ne peux pas dire que je n'y pas, mais en tout cas les autres le veulent, hein, ça c'est oui, évident. Ça, c'est ça. Mais je voudrais, avant d'abandonner cette histoire de Venezuela et Bolivie, etc., il ne faut pas oublier que Poutine a été mis en échec dans sa politique de collaboration avec les BRICS, puisque les Américains ont réussi à renverser, comme elle s'appelait l'ancienne présidente brésilienne, elle s'appelait déjà, enfin bref, qui a été remplacé par un type totalement acquis aux Américains, Tanner, qui lui-même est en train maintenant d'être mis en accusation pour différents trafics, parce que ça a l'air d'être un trafiquant de première. Donc là encore, c'est... Comment ? C'était Dilma Rousseff.
remplacé par Michel C'est Temer. c'est toujours la même chose, action, réaction, action, réaction. Les Américains ont réussi à se débarrasser de Youssef au bénéfice de Temer, et maintenant Temer est en train de se faire attraper, etc. Donc, c'est l'histoire, le bras de fer, je dis tac, 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 tac. Nous ne sommes que des observateurs dans cette histoire-là. On compte les points. Alors évidemment, il y en a, c'est à chaque minute. Hein. Là, la dernière que j'ai vue, alors est-ce que peut-être ça peut révéler en fait quelque chose sur la presse, on va dire pro-russe. Je vois dans Sputnik News ce matin, en fait, je parcourais en fait le flux de mon réseau social, et je vois une annonce comme une parlementaire aurait fait une accusation que Hillary Clinton deviendrait en fait le bras de la Russie. C'était... Là, il faut tout de même pas trop pousser. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est une Là, il faut tout de même pas trop pousser. Regardez, c'est une drôle de manœuvre. Non, c'est une drôle de du manœuvre. n'importe quoi. Oui, c'est du oui, n'importe c'est quoi. du n'importe Il ne quoi. faut pas exagérer. Cette presse-là, on peut plus la croire, en fait, elle est presque clownesque, hein, parce que... Non, c'est... Enfin, bon, passons à autre chose. Bah, écoutez, on n'a plus de questions. Hein, C'est finit terminé Après, il faudrait voir des projectifs sur justement la relation entre la Russie, la Chine, la Russie, l'Iran, enfin voilà. Alors, j'ai lu tout dernièrement que les Chinois prévoient pour 2020, 2025 au plus tard, l'effondrement de l'Empire américain. Ils font tout pour ça. Je crois qu'on va entre la Chine, la Russie, l'Inde probablement, et les pays du BRICS, vers un étalon or pour supprimer tout échange commercial en dollars. Mais Et ça, entre-temps, c'est Poutine qui a initié cette politique, d'ailleurs. donc, dont l'organisation d'un blackout nécessaire pour faire cette chose-là. Oui, alors c'est pour ça. Et alors, ça rejoint ce que j'ai malheureusement déjà dû évoquer, c'est que dans la mesure où les Américains sont parfaitement conscients que Poutine et les Chinois, gentiment, sont en train de scier le socle sur lequel ils sont, leur seule solution, c'est une guerre mondiale. Disons que tout leur empire repose sur le dollar, Tout à fait. une monnaie papier. Et une Fictive, monnaie, voilà, c'est une monnaie qui... Fictif, tout est fictif. Prenez par exemple, alors des gens qui se sont dit, bon, je vais investir, je ne crois plus dans la bourse, mais je vais investir dans l'or. Ouais. Bon. Non, Mais c'est attention, c'est- et on a, je crois que c'est dans le dernier numéro de la politique, je crois que... Non, ça devait être dans le numéro précédent. Ça devait être dans le numéro précédent, le 184, dans lequel on mettait en garde les gens qui, croyant se mettre à l'abri du mauvais placement en bourse, achetaient des placements en or. Mais c'est de l'or papier, je crois. Voilà, C'est pas de l'or, c'est une monnaie voilà, sonnante c'est et pas de trébuchante. l'or physique, c'est de l'or papier Voilà. qui ne correspond à rien. Voilà. Et on s'est basé dans notre article, je crois même que c'est moi qui l'avais fait, sur des rapports d'économistes qui disaient attention, tout ça c'est du vent. Donc, Pour en revenir justement à l'étalon or que voudrait éventuellement remettre sur la scène internationale Vladimir Poutine en corrélation avec d'autres puissances, on va dire asiatiques, je sais qu'en tout cas, il y a l'ancien PDG de Total, Christophe Demargerie, Oui, qui est oui, mort de façon oui. tragique. et surtout suspect. étrange. Et surtout étrange. Bon, en tout cas, il faisait partie de ceux qui voulaient faire les échanges Hors dollar. hors dollar, voilà, donc sur le pétrole, payés non plus on va dire en dollars, mais en étalons or. Et, Tout à fait, tout à fait. C'était une telle menace vu l'ampleur Mais voilà, des, ça explique pourquoi il a des disparu. échanges. Voilà. Voilà. Tout à Le fait. marché pétrolier étant tellement énorme, Exactement. l'impact aurait été, Exactement. C'est gravissime pour ça, moi pour je les suis à USA. fond pour la voiture électrique. on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Très bien, on a terminé là. Eh bien, il n'y a plus de questions, Monsieur Plonka. Eh bien, Blandine, bravo.
Vous êtes très bien débrouillé, vous avez apporté le petit grain de sel là où il fallait. Non, très bien, votre appel sur la déclaration de Mitterrand Ouais. à propos du livre, très très à point. Ouais, bravo, bravo. Et même le jour où Diane reviendra, ben on pourra faire ça à trois. Hein. Oui, absolument, absolument. Bah, très bien. Concert à trois voix, Pas de problème. à quatre voix. Donc vraiment un grand merci de l'avoir remplacé. Merci. À bientôt, monsieur Planquer. Bon, et mais Jean, merci Ben, pour l'aspect donc technique, bien sûr, et pour les questions et les commentaires sur les questions et les réponses. C'est ça qui donne quelque chose de vivant à ce genre d'entretien. Maintenant, on va vous suivre également pour la conférence de cet après-midi. Le titre de la conférence, donc... Les présidentielles, aveuglement et conséquences. Ah, ben, j'ai déjà hâte d'y être. À bientôt. Il y en a qui vont pas être heureux. À très bientôt, monsieur Planquer. Merci, au revoir, en tout cas. Merci à vous tous.